Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui Sylviane Noël, sénatrice LR de Haute-Savoie. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir Merci. accepté notre invitation. Vous avez été parmi les sénateurs qui se sont opposés dans les débats parlementaires au Sénat au pass sanitaire et aux dérives associées. Comment s'est forgé votre point de vue là-dessus? Est-ce que, comme votre collègue Laurence Muller-Bronn qu'on avait reçu le 12 juillet dernier, a été un point de bascule, ou est-ce qu'en amont, vous étiez déjà réticente? Quel a été votre cheminement sur cette idée? Écoutez, moi, dès le départ, dès cette première mouture du pass sanitaire en mars dernier, celle qu'on nous a présentée comme temporaire, comme ne visant que les événements de plus de 2000 personnes, la main sur le cœur, jamais ça ne s'appliquera aux gestes de la vie quotidienne, j'avais déjà été très sceptique. Pour moi, écarter une frange de la population en raison de considérations médicales, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à ma vision de la démocratie. Et donc, j'ai très vite été en doute et en tout cas en contradiction avec ce principe de passe sanitaire. Et je dois avouer que je suis fière aujourd'hui d'avoir tenu cette ligne de conduite parce que, voilà, encore une fois, le gouvernement nous a menti et on voit que avec le temps, eh bien, ce pass sanitaire aujourd'hui s'applique à l'immense majorité des actes de la vie courante. Il laisse de côté des pans entiers de citoyens qui se trouvent écartés de tout lieu de culture, de tout lieu de réjouissance, des voyages, etc., pour des raisons strictement médicales. C'est un moyen aujourd'hui, où des citoyens en contrôlent d'autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui me choque profondément. Lors du premier confinement, lorsqu'on avait besoin d'attestation, ce n'est pas le boulanger du coin qui contrôlait votre attestation, c'était la gendarmerie. Et aujourd'hui, on en est à un point où un simple vigile peut contrôler qui vous êtes, etc. Moi c'est des choses qui sont en parfaite contradiction. J'arrive pas aujourd'hui à me faire à l'idée que un citoyen est un citoyen français aujourd'hui, celui qui a une carte d'identité et un pass sanitaire, parce qu'aujourd'hui on en est là. Voilà. Et n'importe qui d'ailleurs peut le contrôler. L'application de contrôle est accessible tout à fait à qui veut la télécharger pour flasher à n'importe qui. Tout à fait. Et est-ce que vous craignez, vous dénonciez du coup dès le départ un risque de dérive de généralisation? Est-ce que vous craignez que cette logique du QR code et de la vérification de l'état de santé dans l'espace public s'étende ensuite ou entre dans les mœurs et s'étende peut-être à d'autres aspects d'autres pathologies à l'avenir, ou même d'autres aspects comme le vote aux élections que certains redoutent qui puissent être soumis à la présentation d'un pass sanitaire valide, ce qui serait un cran franchi supplémentaire dans ce contrôle? On peut tout imaginer. Voyant le glissement vers lequel on est allé en l'espace de quelques mois, oui, j'ai de sérieuses craintes sur ce que sera demain le monde qu'on prépare à nos enfants. Je crains qu'on dérive petit à petit vers une société à la chinoise où on aura peut-être un QR code pour tous nos actes, où on aura peut-être, je sais pas, des points en plus si on fait du sport, ou des points en moins si on consomme trop d'alcool, ou qu'on voit à travers le caddie qu'on aura payé à la sortie du magasin qu'on consomme trop de gras. Enfin bref, on peut tout imaginer. C'est vraiment une société de flicage par excellence qui est aux antipodes de ce en quoi je crois, voilà, et en quoi, aux antipodes des valeurs de mon pays, voilà. Donc je ne cautionnerai pas ça. À propos de flicage, lors des débats parlementaires au Sénat qui ont été parfois vifs, vous aviez pris la parole pour dénoncer notamment un aspect dont on a relativement peu parlé, qui est le coût de cette surveillance, y compris pour l'hôpital public, qui est estimé à 60 millions d'euros par mois, ce qui est non négligeable. Pourquoi vous avez voulu insister sur cet aspect en particulier? Comme vous l'avez rappelé, c'est quelque chose qui passe aujourd'hui inaperçu. Le pass sanitaire, c'est quelque chose qui coûte aux entreprises, qui coûte aux associations,
Les associations qui veulent aujourd'hui organiser des événements, certaines se voient contraintes d'employer des services extérieurs. Donc voilà. Et puis là, ce coût du pass sanitaire, du contrôle du pass sanitaire pour le budget de l'hôpital public, je suis tombée dessus complètement par hasard. Ça m'a tellement surpris, le montant m'a paru tellement énorme que j'ai quand même essayé de gratter pour voir si c'était pas une fake news et cette information s'est révélée vraie. Et je ne pouvais pas la passer sous silence. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a profondément choquée à une heure où on est en train d'expliquer au personnel soignant que on peut pas plus leur accorder que 180 € de plus par mois, ou on peut pas ouvrir plus de lits, ou alors ici il faut fermer des urgences parce que ça coûte trop cher au budget de l'État, etc. Et aujourd'hui, on dépense 60 millions d'euros pour certifier qu'on n'est pas porteur. Et puis, est-ce que le pass sanitaire, est-ce qu'on se pose la question encore de savoir si le pass sanitaire, c'est le sésame pour certifier qu'on est blanc comme neige en termes de contamination Non. Il n'y a qu'une chose qui le permet, ça, c'est les tests. Donc, si pour le même tarif, à la limite, qu'on remette en œuvre des tests à l'entrée des hôpitaux, ce sera beaucoup plus efficace. Et remboursé par la sécurité sociale. Et pourquoi pas Pourquoi pas? Le Sénat a pris sa part, toute sa part, mais peut-être une part limitée ou décevante pour certains dans ces débats. Donc on sait que c'est la Chambre qui se veut plus sage dans le temps long, peut-être que les montagnes russes de l'Assemblée, qui est peut-être plus enracinée aussi avec un calendrier électoral différent. Est-ce qu'on n'a pas trop attendu du Sénat, ou est-ce que c'était lié au fait que des sénateurs qui ont pu s'opposer à cette politique sanitaire étaient francs-tireurs ou relativement isolés dans leur groupe parlementaire? Que peut-on attendre du Sénat dans le débat démocratique? Quelle est la réelle marge de manœuvre d'un sénateur? Alors, l'explication elle est de plusieurs ordres. D'un point de vue constitutionnel, vous le savez, la Constitution ne donne pas le dernier mot au Sénat. En cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est l'Assemblée qui tranche. On l'a vu récemment pour la prolongation de Après, il ne faut pas non plus en conclure que le Sénat ne sert à rien, puisque dans 80% des cas, c'est quand même énorme, on aboutit à des commissions mixtes paritaires qui sont ce qu'on appelle conclusives, c'est-à-dire où l'Assemblée et le Sénat arrivent à avoir un texte de compromis. Donc, on voit bien que ce travail de navette, où une assemblée enrichit le travail d'une autre, il n'est pas vain, et que dans 80% des cas, il aboutit à un texte qui semble convenir aux deux assemblées. En l'occurrence, pour ce qui est du pass sanitaire, moi, vous connaissez mes opinions. Lors de l'examen du dernier texte, moi, j'étais plutôt partisane pour dire au gouvernement, stop, on arrête là. Vous aviez promis que le pass sanitaire s'arrêterait au 15 novembre. Bon, ça n'a pas été le choix de mon groupe politique, qui a préféré proposer une solution où on aurait un pass territorialisé. Enfin bref, on aurait eu la capacité politique de s'opposer purement et simplement à ça. Vous, c'était votre choix. Moi, c'était mon choix. Et votre groupe a préféré mon groupe a préféré désosser ou tenter tenter de proposer une solution qui pouvait paraître plus douce, en tout cas plus acceptable. Et puis, résultat, le gouvernement l'a rejeté en bloc. Il a absolument rien gardé. Enfin, il me semblait que quand même, dans le texte proposé par le Sénat, au-delà de cette question de la territorialisation, il y avait quand même des choses sur lesquelles on aurait peut-être pu réfléchir. Ouais, comme les activités sportives, par exemple, les pour les jeunes. Les activités sportives pour les jeunes en sont un exemple. On y reviendra, parce que les conséquences de cette crise sanitaire sur la jeunesse, elles sont catastrophiques. C'est pas le Covid qui va tuer notre jeunesse, c'est les conséquences induites. Faut être conscient de cela. Moi, j'avais déposé aussi un amendement pour que les bureaux de vote ne soient jamais concernés par le pass sanitaire.
balayé. Balayé par le gouvernement. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est pas la première fois que je dépose cet amendement. À chaque fois, on me jure la main sur le cœur. Mais non, comment osez-vous, Madame la sénatrice, imaginer qu'on puisse... Mais dans ce cas-là, écrivez-le. Écrivez-le. Ça vous coûte pas plus cher de l'écrire que de le dire. Et à chaque fois, on le rejette. Écoutez, il y a de quoi douter. Il y a de quoi douter. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que d'un point de vue institutionnel, oui, le Sénat n'a pas la possibilité d'imposer ses points de vue, mais il faut aussi reconnaître qu'on est aussi face à un gouvernement qui aujourd'hui est bien conscient de cette faiblesse institutionnelle, et quand il peut nous balayer sur des sujets aussi sensibles que le pass sanitaire, eh bien, il le fait sans vergogne. Ouais. Voilà. Et d'un point de vue constitutionnel, le Parlement donc, doit voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Vous considérez qu'il délaisse le deuxième aspect au profit du premier? Alors, je vote trop vite? Je suis de ceux qui pensent qu'on légifère beaucoup trop et qu'on contrôle bien trop peu. Voilà, c'est clair. On n'est pas assez attentif et conscient de ce rôle majeur qu'est le contrôle du gouvernement, et particulièrement dans cette situation, dans cette période très sensible où on leur a un petit peu laissé les clés pour gérer cette crise sanitaire. Et on voit aujourd'hui des décisions qui sont complètement ubuesques. Et la CNIL s'en est d'ailleurs émue. Ça fait 4 fois qu'ils demandent au gouvernement de leur fournir les preuves de l'efficacité du pass sanitaire. Et toujours pas de réponse. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc voilà, je pense qu'on devrait être davantage partie prenante dans ce rôle de contrôle qui est fondamental. Et c'est une affaire d'habitude, de culture politique ou d'un mandat dans lequel le gouvernement a voulu légiférer à marche forcée en obstruant le calendrier parlementaire? Ou bien c'est vraiment que peut-être les institutions ne le permettent pas tant que ça? Je ne sais pas. Je pense qu'on nous asphyxie un peu avec un calendrier législatif qui est très fourni, qui demande beaucoup de temps et du coup qui ne nous laisse pas la possibilité de réaliser ce type d'acte qui est pourtant essentiel. Donc j'ai encore du mal à l'expliquer, mais en tout cas, moi j'en fais le triste constat aujourd'hui. Alors vous parlez des jeunes qui ont beaucoup souffert. Non pas directement du Covid, comme on le dit parfois, mais bien des mesures politiques prises au nom de cette maladie. Parmi les victimes de cette gestion de crise, il y a aussi tout le monde de la montagne qui en a pâti de façon jusqu'à l'absurde parfois. Vous êtes élu donc, de Haute-Savoie et vous avez été maire de Nancy-sur-Cluse. Donc vous avez été... vous êtes aussi membre de l'Association nationale des élus de montagne et secrétaire de l'Association des maires ruraux de Haute-Savoie. Donc vous êtes sensible évidemment aux particularités du tourisme, de l'élevage, on y reviendra juste après. Mais pour commencer, comment ont été vécus dans ces territoires qui ont vraiment été entravés dans leurs activités majeures? On se rappelle on va pas rappeler tous les détails, mais on se rappelle de toutes les mesures qui ont touché notamment les stations de ski et qui d'ailleurs ne sont pas totalement fermées puisque le pass sanitaire sera redemandé à nouveau cet hiver dans les remontées mécaniques. Vous avez vécu comment sur place? Très mal. Pour nous, l'économie du ski, ça se limite pas uniquement aux stations. Le ski, c'est une véritable économie pour nos territoires. La fermeture l'année dernière des remontées mécaniques, ça n'a pas impacté que les gestionnaires de remontées mécaniques, que les hôtels, que les restaurants. C'est allé bien au-delà. C'est allé jusqu'aux petits magasins du coin, c'est allé jusqu'aux blanchisseries, c'est allé jusqu'aux chauffeurs de taxi, c'est allé... voilà, c'est vraiment toute une économie il y a qui des usines aujourd'hui... aussi des usines, évidemment. À Salanches, évidemment, voilà, toute une industrie qui a été frappée de plein fouet par... voilà, il faut quand même pas oublier, je pense qu'il y a peu de secteurs aussi sacrifiés que la montagne, dans cette crise, où l'année 2020, on l'a terminée de façon précipitée, prématurément, et puis toute l'année 2020-2021 complètement blanche, sacrifiée. Et aujourd'hui, on revient avec un début de saison
où on nous informe que le pass sanitaire est de nouveau à l'œuvre. Et avec une épée de Damoclès en plus activité... d'un possible durcissement des mesures. Non, mais pour une activité de plein air, est-ce qu'on a imposé un pass sanitaire sur les plages cet été ? Ne leur donnez pas d'idée. Non, mais on est dans l'absurdité. On est dans l'absurdité. Faut arrêter. Alors qu'on nous impose déjà le masque, bon, je trouverais déjà ça limite, mais qu'on nous impose un pass sanitaire. Aujourd'hui, moi, ça fait déjà quelques mois que je tirais la sonnette d'alarme, mais je vois encore une fois que malheureusement, j'ai eu raison. C'est que les stations se retrouvent en très grande difficulté pour recruter. On a 10 à 20% du personnel saisonnier qui n'est pas vacciné, qui ne souhaite pas l'être et qui est en train de démissionner. On est à quelques jours de l'ouverture des stations et j'ai un bon nombre de collègues maires ou des gestionnaires de remontée mécanique qui m'appellent pour me dire « Attention, là, on est en difficulté, il faut absolument arriver à assouplir les règles du pass sanitaire pour les saisonniers parce que sinon, soit on va ouvrir dans des conditions qui ne nous permettront pas d'assurer suffisamment la sécurité de nos usagers, faute de personnel, comme les pisteurs, soit on n'ouvrira qu'une petite partie de notre domaine. Mais attendez, c'est quoi cette histoire ? Enfin, moi, je suis de nouveau, j'ai de nouveau la crainte que là, on soit de nouveau dans une absurdité, une absurdité qui nous conduise à essuyer de lourdes pertes économiques, sinon plus. Il y a un autre sujet sur lequel qui est plutôt déconnecté du sanitaire, mais sur lequel, en tant qu'élu rural, vous êtes exprimé. On pourrait dire que si on cherche un point commun, c'est une sorte d'idéologie qui s'applique au détriment du réel. C'est la question du loup. Donc il y a beaucoup d'éleveurs là où vous étiez élu, où vous êtes élu encore. Vous avez pris la parole au début octobre pour dire que nous sommes restés figés à une époque où le loup était en voie de disparition. Aujourd'hui, la situation a évolué. On ne peut plus considérer que le loup est encore une espèce en voie de disparition. Et il faut pouvoir réguler cette propagation de loups qui aujourd'hui menace l'agropastoralisme. Donc vous êtes évidemment porte-voix aussi des éleveurs qui sont une partie importante de l'identité et de locale et de tout le tissu aussi économique, social. Mais vous êtes vraiment anti-loup, vous avez aucune conscience non, moi animale. je suis pas anti-loup et je ne demanderai pas l'éradication du loup. J'ai saisi le ministre de l'Agriculture fin octobre d'un courrier qui a été co-signé par 44 de mes collègues parlementaires, ce qui prouve quand même que et tous bords confondus, donc il n'y a pas de question idéologique derrière tout ça. Mais principalement des élus de montagne. Qui alerte, oui, ça touche aujourd'hui 39 départements, et qui alerte sur ce phénomène. Nous, aujourd'hui, on a un nombre croissant d'attaques qui met véritablement à mal notre agropastoralisme qui est essentiel et qui va bien au-delà de la question agricole et alimentaire. On a énormément de produits d'IGP, OGP, AOP, IGP qui sont issus de cette agriculture respectueuse de l'environnement, de qualité, qui répond à des chartes très précises. Et qui aujourd'hui est en train de décliner en raison de ce phénomène de ces attaques de loups. On a des éleveurs qui dorment au pied de leur troupeau avec le fusil à la main. Enfin, on est où là ? On est où ? On a je regardais, j'avais tout à l'heure une info me disant qu'une meute de loups avait été filmée en pleine rue à Modane. Enfin bref, aujourd'hui, on a une croissance du nombre de loups qui doit nous amener à réenvisager le statut de cette espèce, qui n'est plus une espèce en voie de disparition. Il y avait 624 loups qui étaient dénombrés en 2020 par l'OFB, en 2021, contre 580 en 2020. Vous voyez, l'augmentation est déjà sensible. Et il faut quand même savoir que les méthodes de comptage sont complètement... elles font l'objet de beaucoup de divergences entre l'OFB et puis le monde de la chasse.
le monde de la chasse considère qu'il y en a au moins le double. Ouais. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc aujourd'hui, le loup n'ayant pas de prédateurs, il faut qu'on arrive, comme d'autres espèces, à le réguler de façon plus efficace. Et cette question du comptage, elle est fondamentale, puisque c'est de celle-ci dont dépend les quelques mesures de régulation qui aujourd'hui nous sont permises par le plan loup. Donc il faut déjà qu'on arrive à se mettre d'accord sur une méthode de comptage plus fiable, et puis qu'on sauve cette agriculture qui est fondamentale pour nos territoires. Je le disais, elle va bien au-delà de la question agricole. Pour nous, c'est aussi l'entretien des paysages. Nos pistes de ski, aujourd'hui, on ne pourrait pas les ouvrir. S'il n'y avait pas l'agropastoralisme, vous laissez un alpage durant une saison sans bêtes, sans entretien, la saison suivante, elle est complètement enfrichée. Et puis, une autre question aussi que peu relève, mais qui est une réalité, c'est que la lutte contre les incendies de forêt, et sur nos territoires, aujourd'hui, ça ne concerne plus seulement le sud de la France. On a aussi des étés de plus en plus secs. Et si on veut préserver nos forêts, etc., on voit bien que là-dessus, l'agropastoralisme a aussi un rôle pour éviter que des terrains s'enfrichent et soient facteurs de propagation de ces incendies. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi je souhaite que vraiment le statut du loup puisse être revu pour qu'on puisse protéger nos agriculteurs. Et pourquoi ce décalage, du coup, pourquoi on ne mesure pas à quel point une recrudescence du nombre de loups perturbe tout un écosystème Le loup, il fait partie il est classé dans la Convention de Berne. Voilà, il fait l'objet d'une protection internationale. Donc, les pays sont évidemment tenus par cette convention de Berne, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que tous les pays européens fassent évoluer cette situation. On ne peut pas en rester, puis il y a aussi beaucoup de dogmatisme, je ne vais pas vous dire le contraire. Et on a une pression écologique et des écologistes très fortes pour surtout ne pas toucher au statut du loup, qui, encore une fois, on ne demande pas son éradication, mais au moins un meilleur équilibre entre les activités agropastorales et le loup. C'est évident. Voilà. Un dernier mot sur l'actualité politique au sens partisan. Vous êtes donc membre du Parti des Républicains, qui a ouvert son vote pour désigner son candidat à l'élection présidentielle, qui dure 3 ou 4 jours, il me semble. 4 jours. À l'issue de plusieurs débats qui se sont déroulés dans un climat plutôt cordial. Il n'y a pas eu tellement d'attaques personnelles ou de tirs dans les pattes comme on peut en voir parfois. Vous avez annoncé votre soutien clair à Michel Barnier. C'est parce qu'il est savoyard ou il y a d'autres raisons Non, c'est déjà parce qu'il est savoyard, c'est évident. J'ai joué la carte locale. Non, c'est aussi parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui a toujours été fidèle à sa famille politique. C'est quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça révèle les qualités humaines d'une personne. Et ça, c'est quelque chose qui le caractérise beaucoup. Son parcours aussi. Moi, c'est des Jeux Olympiques chose à l'Europe. Voilà, c'est une chose qui est importante aussi pour moi. Un parcours du local vers le national, l'international, et puis après la fonction suprême. Voilà, on a aujourd'hui un président de la République qui n'a jamais occupé de fonction d'élu local. Et ça se voit, et ça se sent. Dans sa façon de gouverner, très, très verticale. Voilà, et c'est pour moi très important d'avoir un parcours politique, une ascension qui est progressive et qui nous permet de connaître en profondeur notre pays, ses institutions, ses contraintes, et pas d'arriver là parachuté de nulle part, et de ne pas avoir ce vécu proche des territoires. Et ça, Michel Barnier, c'est quelque chose qui le caractérise. Et puis, il a une expérience, une stature de chef d'État qui, pour moi, n'ont pas les autres. Donc, voilà, pour les raisons pour lesquelles je le soutiens.
S'il devait ne pas être au second tour, vous apporteriez votre soutien à qui? Vous allez me dire qu'il y sera, mais... Il y sera forcément. Écoutez, je me suis pas posé la question. Moi, je suis également fidèle à ma famille politique, donc qui que ce soit qui sortira des urnes le 4 décembre, eh bien, je ferai tout mon possible pour qu'il soit élu, parce que je n'ai surtout pas envie que Emmanuel Macron soit à nouveau notre président durant 5 ans. Et je souhaite véritablement que notre parti, la droite républicaine, y arrive. Je pense que la France n'a jamais été autant à droite. Et si notre parti n'a pas peur de ses valeurs, de ses engagements, eh bien, on devrait y arriver. Voilà. Éric Zemmour a annoncé hier sa candidature. Il tiendra un meeting dimanche. Beaucoup disent qu'il a volontairement calé son calendrier sur celui de votre parti pour essayer de rentrer en concurrence directe. Bon, c'est de bonne guerre ou pas, peu importe. Vous pensez que au-delà de son programme, de sa personnalité, vous pensez que le parti auquel votre famille politique pourra surmonter ce problème Zemmour? Parce que quoi qu'on en pense, il est un problème pour vous. Peut-être pas seulement pour vous, mais... Alors, moi, ce qui me paraît déjà important, c'est que dans une démocratie, que chacun puisse s'exprimer. Moi, cette chape de plomb qui pèse sur Éric Zemmour me gêne un peu, parce que j'ai l'impression que voilà, on veut l'empêcher de parler, on veut voilà, mettre un couvercle sur ce qu'il dit. Je suis pas étonnée de son succès, parce que voilà, quand on a quelqu'un qui arrive avec une ligne, avec des idées fortes, avec des positions assumées, voilà, c'est quelqu'un qui plaît, parce que ils disent que les Français pensent tout bas, et voilà. Donc il faut pas s'en étonner. Et l'antidote à Éric Zemmour, c'est justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir une droite républicaine qui assume pleinement ses valeurs, qui ne se laisse pas étouffer par une espèce de bien-pensance qui nous a emmenés petit à petit à renier complètement ce qui nous caractérisait depuis notre naissance. Donc voilà, moi je pense que la droite républicaine y arrivera et surmontera le phénomène Zemmour si elle s'assume et si elle reste dans son couloir, voilà, qu'elle n'essaye pas de vouloir ressembler à tous les autres. Voilà, c'est ça le problème. Entendu. Merci beaucoup, Sylviane Noël, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir pu parler politique sanitaire, montagne et aussi politique des Républicains. Merci à tous d'avoir suivi ce défi de la vérité et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.